La dernière fois qu'un président sénégalais avait brandi la menace d'un référendum, c'était Macky Sall, qui s'en était servi pour tenter de repousser une élection qu'il était sur le point de perdre. Le peuple avait répondu dans la rue et avait continué de le faire jusqu'à la tenue du scrutin et jusqu'à son départ effectif du pouvoir. C'est ce même homme qui, quelques mois plus tard, est réapparu comme figure de l'opposition, expliquant sans ironie apparente qu'il fallait désormais respecter la Constitution, cette même Constitution qu'il avait passé 12 ans à contourner pour assurer sa propre survie politique. Sa seule présence dans ce type de discours se passe presque de commentaires. Elle constitue à elle seule une forme d'accusation. Mais le texte que Diomaye Faye a fait adopter fin juin et le référendum qu'il avait un temps envisagé pour le valider n'ont strictement rien à voir avec les manœuvres de Macky Sall. Et l'écart entre ces deux moments, entre un président qui utilisait le vote populaire pour se protéger lui-même et un président contraint d'envisager une consultation populaire pour consolider une position fragilisée face à un mouvement qu'il ne contrôle plus, c'est exactement ce qui sépare le Sénégal d'hier de celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas un détail cosmétique, c'est toute la différence entre un pouvoir qui verrouille et un pouvoir qui doit composer. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo parce qu'on va vraiment prendre le temps dans ce format long de comprendre ce que ce texte contenait dans le détail, pourquoi il faisait si peur à certains acteurs précis et pourquoi toute cette bataille vient en réalité de retomber d'un coup ces derniers jours, d'une manière que peu de gens avaient anticipée. La presse internationale s'est souvent contentée de réduire toute cette histoire à une simple querelle de pouvoir entre deux anciens alliés devenus rivaux. Ce vocabulaire arrange beaucoup de monde, parce que parler de querelle personnelle permet d'éviter de nommer ce qui se joue vraiment en profondeur. Un affrontement idéologique sur qui contrôle réellement les ressources naturelles sénégalaises, sur qui décide de l'avenir énergétique du pays, et sur qui a le dernier mot face aux capitaux étrangers. Ce langage transforme un basculement structurel majeur en simple feuilleton digestible en 3 lignes, sans qu'on ait à expliquer aux lecteurs occidentaux pourquoi une clause administrative en apparence anodine peut faire trembler des multinationales entières. Regardons donc plutôt le texte lui-même, ligne par ligne, parce que c'est là que se trouve la vraie histoire. Dans la proposition de loi votée le 29 juin par les députés du PASTEF, au milieu des dispositions sur la composition de la future Cour constitutionnelle, sur les délais de dissolution de l'Assemblée ou sur l'incompatibilité entre fonction présidentielle et direction de parti, il y avait une clause qui ne payait pas de mine dans le texte, presque administrative en apparence, mais qui restait, pour ceux qui avaient le plus à perdre financièrement, la phrase la plus inquiétante de tout ce document. Le gouvernement devait informer le Parlement avant de signer tout accord lié à l'exploitation des ressources naturelles. Pas après la signature, pas à titre d'information rétroactive une fois le contrat bouclé, mais avant. Ce qui signifiait concrètement que la prochaine fois qu'un ministre des Finances sénégalais s'assoit face aux dirigeants de Woodside Energy pour discuter de la phase 2 du champ pétrolier de Sangomar, actuellement en cours de négociation, ce sont 130 députés sous la houlette de Sonko qui auraient eu le droit constitutionnel d'être dans la conversation avant même que l'encre du contrat ne sèche, avant même que les termes ne soient définitivement figés. Les limites imposées à la dissolution de l'Assemblée et la refonte de la future Cour constitutionnelle comptaient bien sûr sur le plan institutionnel. Mais cette clause précise sur le contrôle parlementaire des ressources était à elle seule la disposition qui terrifiait vraiment les capitaux étrangers investis dans le pays. Tout le reste relevait de l'architecture institutionnelle classique, du genre de réforme qu'on retrouve dans n'importe quel manuel de droit constitutionnel comparé. Cette clause-là, en revanche, ressemblait à une main qui s'agrippe directement au mécanisme d'extraction pour ramener le levier de décision vers Dakar, loin des sièges sociaux de Londres ou de Houston. Et si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais déjà pourquoi ça compte autant. Sangomar produit aujourd'hui près de 100 000 barils par jour au large des côtes sénégalaises, dans le cadre de contrats signés par le gouvernement que le peuple a chassés du pouvoir en 2024, des contrats qui laissent l'État sénégalais se battre pour un simple reliquat financier une fois que l'opérateur australien Woodside a récupéré l'intégralité de ses coûts d'investissement et engrangé ses marges. Le gouvernement PASTEF est en place depuis plus d'1 an, et ces contrats-là, malgré tout le discours souverainiste, n'ont jusqu'ici quasiment pas bougé sur le fond. Si cette analyse t'intéresse, abonne-toi maintenant à la chaîne, ça nous aide vraiment à continuer ce travail de décryptage économique approfondi semaine après semaine. Et voilà une tension qu'on se doit d'assumer honnêtement dans cette vidéo, parce que notre audience est suffisamment aiguisée pour la repérer d'elle-même dans les commentaires si on l'évite par confort éditorial.
Ousmane Sonko a été Premier ministre pendant environ 25 mois, d'avril 2024 à mai 2026. L'homme qui inscrit aujourd'hui dans le marbre constitutionnel le contrôle parlementaire des accords sur les ressources était, il y a encore quelques semaines à peine, le deuxième homme le plus puissant de l'exécutif sénégalais et il n'a pas, durant toute cette période à la tête du gouvernement, forcé la renégociation de ces mêmes contrats gaziers et pétroliers. Il s'est battu, c'est vrai, sur les subventions au carburant. Il a refusé l'austérité budgétaire dure que certains créanciers réclamaient. Mais les contrats de Sangomar, ce grief matériel central du projet souverainiste depuis des années, sont restés globalement ce qu'ils étaient à l'arrivée du PASTEF au pouvoir. Il existe des explications sérieuses à cela et il faut les exposer honnêtement plutôt que de les balayer. L'argument constant de Sonko a toujours été qu'on ne peut pas renégocier des contrats d'extraction quand l'État n'a aucune marge budgétaire de manœuvre, que la renégociation exige un rapport de force favorable et qu'on ne dispose pas de ce rapport de force quand on dépend simultanément de la bonne volonté de la même communauté de créanciers internationaux qui criera à l'instabilité des marchés dès que Dakar enverra à Woodside une proposition de révision des termes contractuels. La logique stratégique se tient parfaitement sur le papier, mais l'écart entre la promesse de campagne de 2024 et le bilan concret de ces 2 années de gouvernement reste bien réel, et ceux qui ont voté pour la souveraineté énergétique continuent de vivre concrètement au quotidien dans cet écart entre la promesse et le résultat. Il utilise désormais le perchoir de l'Assemblée pour retirer à l'exécutif exactement les pouvoirs que Faye employait, ou aurait pu employer pour contourner le mandat initial du parti sur ces mêmes dossiers. Ce n'est pas une simple mise à jour technique de l'architecture institutionnelle. C'est une remise en cause idéologique frontale d'une présidence accusée d'avoir progressivement privilégié les créanciers internationaux plutôt que les citoyens sénégalais et une tentative de garantie constitutionnelle pour qu'aucun futur occupant de ce palais ne puisse refaire ce même choix dans l'ombre, loin des regards du Parlement. Mais si la clause sur les ressources naturelles est celle qui terrifie le plus les capitaux étrangers, il y a une autre disposition de ce texte qui touche, elle, de manière beaucoup plus personnelle et beaucoup plus symbolique, tout l'établissement politique sénégalais dans son ensemble. Et pour la comprendre pleinement, il faut regarder au-delà du pétrole, directement vers l'institution qui a bien failli détruire le PASTEF dès le départ, avant même qu'il n'accède au pouvoir, le Conseil constitutionnel. Beaucoup de médias occidentaux ont présenté la proposition de remplacer ce Conseil de 7 membres par une future Cour constitutionnelle élargie à 9 membres comme un simple ajustement administratif sans grand relief, une réforme de plomberie institutionnelle. Mais notre audience, elle, sait mieux que ça parce qu'elle a suivi ce dossier depuis le début. Le Conseil constitutionnel n'est pas qu'une simple juridiction technique. C'est précisément l'institution qui avait écarté Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de février 2024. Ce fut à l'époque l'interrupteur ultime de l'exécutif, une institution fortement influencée par la présidence en place, qui décidait souverainement qui avait légalement le droit de contester l'État et qui ne l'avait pas. Pendant des années, l'exécutif sénégalais n'avait même pas besoin de gagner le débat politique dans les urnes ou dans l'opinion. Il lui suffisait que le Conseil constitutionnel élimine légalement ses rivaux gênants par de simples disqualifications procédurales, souvent techniques, toujours redoutablement efficaces. C'est exactement ce traumatisme collectif que la base militante du PASTEF a vécu de plein fouet entre 2021 et 2024. C'est cette violence institutionnelle-là, plus encore que la seule répression policière, qui a poussé toute une génération de jeunes dans les rues de Dakar. Ce que Sonko et ses 130 députés ont voté ce lundi 29 juin n'était donc pas qu'une simple réforme technique parmi d'autres. C'était, dans l'esprit de ceux qui l'ont porté, une véritable exécution institutionnelle. Ils ont voté le remplacement pur et simple du Conseil constitutionnel qui avait écarté Sonko de la présidentielle par une cour élargie, avec un contrôle exécutif nettement dilué sur la nomination de ses membres. C'est à ce moment précis, dans cette bascule symbolique, que la stratégie de Sonko passe de la simple décolonisation économique à un démantèlement politique beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux. Il ne se contente plus de s'assurer que l'exécutif ne pourra plus brader le pétrole dans l'ombre. Il s'assure aussi qu'aucun futur président, ni Diomaye, ni qui que ce soit après lui, ne pourra plus jamais transformer la plus haute juridiction électorale du pays en bras armés politiques au service du palais.
Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification si tu veux continuer à suivre chaque étape de cette bataille institutionnelle, parce qu'on arrive maintenant au moment précis où tout ce scénario a brutalement changé de direction. Et c'est sans doute la partie la plus importante de cette vidéo. Et c'est précisément là qu'il faut corriger avec honnêteté une partie de l'analyse qu'on pouvait encore tenir début juillet, parce que Diomaye Faye n'a justement pas laissé ce texte suivre tranquillement son cours. Dès le 29 juin, jour même de l'adoption, le gouvernement avait annoncé par la voix du ministre de la Justice que le président choisissait la voie référendaire en vertu de l'article 103 de la Constitution pour faire adopter définitivement ce texte par le peuple plutôt que de le promulguer directement. Une manière pour Faye de reprendre la main sur le calendrier institutionnel. Mais le 6 juillet, changement de méthode. Le président saisit officiellement le Conseil constitutionnel pour contester cette fois la régularité même de la procédure d'adoption du texte à l'Assemblée. Et le 9 juillet, coup de théâtre qui a surpris jusqu'aux observateurs les plus aguerris de la vie politique sénégalaise, le Conseil lui donne raison en invalidant la réforme pour un vice de procédure précis. L'absence de recettes compensatoires prévues pour les nouvelles charges publiques créées par le texte, sans toutefois se prononcer sur le fond même de la réforme, ce qui laisse d'ailleurs la porte théoriquement ouverte à une version corrigée dans le futur. Quelques jours à peine plus tard, le 12 puis le 13 juillet, 2 ministres du gouvernement l'ont confirmé sans détour dans des émissions dominicales largement suivies. Le projet de référendum est désormais abandonné, il n'y aura plus de référendum sur ce texte-là, du moins pas sous cette forme précise, et les prochaines réformes institutionnelles suivront désormais le parcours législatif classique, piloté directement par la présidence. Autrement dit, toute la mécanique psychologique que ce référendum était censé déclencher, cette question brutale et viscérale posée à des millions de jeunes Sénégalais qui avaient vu les institutions judiciaires de Macky Sall confisquer leur vote quelques années plus tôt, cette question-là n'a jamais atteint les urnes. Le texte est mort avant même d'y arriver, sur un simple vice de forme technique, plutôt que sur un rejet populaire ou même sur un rejet de fond du Conseil. Et ça change complètement la lecture qu'on pouvait faire de ce dossier il y a encore 2 semaines à peine. Si cette réforme avait survécu jusqu'au vote populaire, elle aurait transformé un référendum institutionnel complexe, presque aride pour le grand public, en un vote profondément émotionnel et viscéral pour la justice historique. Faye espérait sans doute que des électeurs épuisés par l'austérité et par les conditions strictes du FM1 voteraient non par simple peur de l'instabilité économique à court terme. Mais en associant dans le même texte la disparition du Conseil constitutionnel à ce même scrutin, Sonko forçait une question totalement différente dans l'esprit des électeurs. Voulez-vous enfin démanteler l'institution qui a tenté de vous voler votre vote en 2024 ? C'était là toute l'intelligence redoutable de ce piège législatif. Si Faye avait fait ouvertement campagne contre le texte ou même simplement laissé transparaître la moindre hésitation publique, il se serait retrouvé de fait à défendre implicitement la même architecture judiciaire qui avait emprisonné son propre ancien Premier ministre et failli tenir le PASTEF définitivement éloigné du pouvoir. Mais ce piège-là, aussi brillant fut-il sur le papier et dans sa conception politique, n'a jamais eu l'occasion de fonctionner jusqu'au bout parce que Faye l'a désamorcé autrement, non pas en affrontant frontalement la question dans les urnes, comme Sonko l'espérait peut-être, mais en faisant invalider le texte lui-même par la voie judiciaire, exactement la même voie institutionnelle que Sonko cherchait justement à démanteler en profondeur. Il y a même une forme d'ironie politique assez frappante dans cette séquence. C'est le Conseil constitutionnel actuel, celui-là même que la réforme visait à faire disparaître, qui a eu le dernier mot sur le sort de cette réforme. Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre pourquoi ce dénouement, loin de clore définitivement le débat comme certains l'espéraient au Palais, ne fait peut-être que le déplacer sur un autre terrain, plus lent mais tout aussi déterminant pour l'avenir du pays. Revenons un instant sur le centre psychologique de tout ce dossier, parce que c'est probablement la clé la plus importante pour comprendre la suite des événements. Le slogan de 2024, celui qui avait porté toute la coalition au pouvoir, c'était Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko. Les deux hommes fusionnaient en une seule et même promesse politique indissociable dans l'esprit des électeurs. Ceux qui ont voté pour cette fusion pensaient sincèrement voter pour la souveraineté dans les deux fauteuils à la fois, la présidence et la primature, l'exécutif et son bras d'exécution concret, la victoire électorale et la transformation profonde qu'elle était censée déclencher dans la foulée.
Ce qu'ils ont aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après cette victoire historique, c'est un président qui prend ses distances organisationnelles avec le parti qu'il a fait naître politiquement, en préparant activement sa propre formation, dont le congrès fondateur est désormais annoncé pour le mois d'août prochain, un événement à forte portée symbolique qui confirme mieux que n'importe quel discours cette volonté de rupture. Et de l'autre côté, ils ont un ancien Premier ministre qui, depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, tente de graver dans le texte constitutionnel les mêmes contraintes qu'il ne pouvait, en tant que chef du gouvernement, imposer que par la seule volonté politique du moment, toujours réversible, toujours négociable.